Mesdames, Messieurs, excellent après-midi à tous et bienvenue à cette édition spéciale de Jeunesse Parlons-en, votre magazine. Édition produite au sein de l'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayou. Cette édition de votre magazine vient en fait s'enrichir dans la grande série d'émissions consacrée à la promotion de la gestion durable des ressources forestières. Avec 22,5 millions de superficie, la forêt couvre 46% du territoire national et représente la 5e biodiversité la plus riche d'Afrique et la 2e au niveau du bassin du Congo. C'est dire si notre forêt est riche et précieuse. L'exploitation forestière, secteur très important de notre économie, se doit ainsi de se conformer aux lois et règlements en vigueur pour que le massif forestier ouvert à l'exploitation ne perde jamais ni son aspect physique du domaine forestier permanent, ni sa grande diversité naturelle de la flore et de la faune. Il va d'ailleurs de l'équilibre même de toute la planète. Car le bassin du Congo, qui abrite la forêt camerounaise, constitue le 2e poumon de notre planète après l'Amazonie en Amérique latine. Qu'en est-il donc de la certification forestière à ce jour? Le principe de traçabilité est-il effectivement appliqué par toutes les entreprises forestières? En somme, les exploitants forestiers sont-ils en parfaite conformité avec les lois forestières nationales? Bien plus, ces exploitants forestiers intègrent-ils tous l'aspect durabilité dans leurs activités d'exploitation? Tels sont, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, les points qui vont meubler nos échanges de tout à l'heure. Nos chaleureux remerciements à Monsieur le directeur de l'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayou, ainsi qu'à l'ensemble de son staff. Merci pour avoir permis la tenue de cette discussion au sein même de l'ENEF. Merci à tous les panélistes sur ce plateau. Merci grandement pour votre disponibilité à édifier nos jeunes et le grand public en général sur les acquis et les défis de l'exploitation forestière dans notre pays. Gratitude renouvelée aussi au programme d'appui au programme sectoriel, le Forêt Environnement de la GIZ, qui nous accompagne dans cette vaste campagne de sensibilisation et d'éducation pour la gestion durable des ressources forestières. Nous allons démarrer notre discussion, histoire de planter le décor, avec un premier reportage d'Émile Joachim Barga, qui est une sorte d'explication par l'image de la notion de traçabilité au sein d'une entreprise forestière. Les images sont signées Parfait Souga, Jonas Méfiré. L'exploitation forestière est un domaine très important de notre économie, avec 4% du produit intérieur brut PIB. Et la certification est une procédure réglementaire qui confère au bois issu des forêts camerounaises une notoriété enviable sur le marché international. La certification atteste en effet de l'origine contrôlée de chaque colis de bois. En d'autres termes, chaque morceau de bois porte une carte d'identité qui permet de déterminer avec précision son origine et c'est cela la traçabilité. Dans une UFA, entendez unité d'aménagement forestière, chaque arbre commercialisable peut être localisé dans une carte. Nous allons d'abord, dans un premier temps, rechercher où est-ce qu'on se trouve sur la carte. On va chercher à localiser l'endroit où se trouve la piste principale. On va débarder ce pied-ci, le pied 24 du bloc C8. On va donc diriger les engins vers là. Ils vont arriver sur l'arbre, ils vont d'abord se rassurer que le pied, effectivement, qui est sur la carte, c'est celui qui a été sur le terrain. Vérifier le marquage qu'il y a entre la carte et le marquage sur le terrain. Si les données sont cohérentes entre les informations qui sont sur la carte et sur le terrain, le débuscage va suivre la planification qui a été faite sur le terrain. Donc il va suivre les pistes de débardage qui ont été matérialisées par les pisteurs.
Et ces pistes manuelles sont matérialisées à l'aide des rubanlises. Il va sur sa rubanlise, il va sur le pied, il va le débusquer, le dégager et le positionner pour que l'arbre soit facile à être débardé. Le débardeur, une fois arrivé, il va élinguer sa bille et tirer maintenant sa bille en suivant bien la piste de débuscage jusqu'au pas. Ensuite, le pisteur conduit l'équipe d'abattage au pied de l'arbre. Une fois identifié, un responsable de la cartographie des services vérifie que le numéro indiqué sur la carte correspond bien au numéro gravé sur l'arbre. Les marques-ci nous rassurent que le pied a été inventorié. Là, nous sommes au pied 50. On va donc regarder si ce pied figure sur notre carte. Effectivement, le pied-ci, le s'appelle ici, portant le numéro 50 du bloc D7, c'est effectivement celui-ci que j'ai devant moi. Ça, c'est le numéro de prospection. Et le numéro de prospection correspond bien à ce qui est sur la carte. L'abatteur peut alors entrer en scène selon le principe d'abattage directionnel. Après cet abattage sécurisé, l'abatteur pose les premières marques d'authenticité indiquant à la fois sa filiation personnelle et la date d'abattage. AN qui signifie Anselme et ME qui signifie Mayenne. Ensuite, le numéro du bloc, le D7, le numéro de la prospection 50, le Léon 875 et la date de l'abattage. S'ensuit l'étape du débardage qui consiste à tirer les billes de bois jusqu'à un parc aménagé à cet effet. Le cubage qui donne le volume du bois précède de peu l'identification complète de chaque bille de bois. Le processus de traçabilité se poursuit à l'usine en commençant par le parc à bois estampillé ici à la scie d'un banc, parc FSC, entendez, Forest Stewardship Council, un label de certification internationale qui, avec OLB et d'autres labels internationaux, atteste de l'origine contrôlée du bois présent sur le marché. Les billes de bois sont ensuite introduites chacune dans la chaîne de transformation dont le responsable SFID, BTT François Dieudonné, nous présente ici quelques étapes. Là devant vous, vous avez une scie de tête, c'est une Brent à 160 qui est là spécialement pour nous débiter du bois. Lorsque nous avons une commande qui nous vient particulièrement d'un client, c'est-à-dire une commande en épaisseur ou en largeur, on peut avoir des largeurs standards ou des largeurs fixes. Nous mettons donc des billons de bois au deck principal, lesquels billons de bois passent donc par la scie de tête. À la scie de tête, le bois est débité en épaisseur. Une fois le bois débité en épaisseur, là, il tombe sur le train de rouleau. Lequel train de rouleau doit normalement acheminer le bois vers la déligneuse principale. Là, au niveau de la pôle 2, nous pouvons monter des lames. Si nous avons une commande en fixe, nous montons des lames en fixe. Si c'est du standard, en fonction de la qualité du bois, l'opérateur qui est là-bas va donc essayer de trier le bois en fonction et de le déligner en fonction de sa qualité. Au sortir de la pôle 2, commence donc la troisième étape qui sera l'étape de triage. Le bois passe à ce niveau et arrive au niveau de la trappe. Ici, à la trappe, nous faisons une sélection. Les déchets de bois vont aller aux déchets et le bon bois va aller dans la troisième étape qui est l'étape d'ébouttage. Le bois qui part à la trappe, que nous appelons les délignures, n'est pas totalement jeté en forêt. Nous avons ce que nous appelons ici une chaîne de récupération ou sciage second. Le bois que vous voyez passer par ici est sélectionné à partir de cette ébouteuse sécurisée. Ce que nous pouvons encore prendre pour faire soit des petites commandes passe par cette multilame que nous essayons de régler comme vous voyez des produits en fixe. Nous essayons d'optimiser le rendement du bois pour couper moins, optimiser notre production et monter en rendement. Donc nous avons cette chaîne que nous appelons la chaîne de récupération ou le sciage second. Ici, c'est la chaîne de tri. Nous avons cette armoire électronique qui contrôle tous les box ici là.
Ça veut dire que quand on vient le matin, si nous avons 12 longueurs, si nous devons ébouter le bois en 12 longueurs, nous programmons les 12 longueurs à la moire électronique là-bas à partir d'un ordinateur. Nous avons ce basculeur qui ressort le bois qui sort de l'ébouteuse principale et est chargé maintenant de ramener en fonction de la longueur chaque morceau de bois sur un box précis. C'est notre chaîne de tri qui nous permet à finaliser nos colis en fonction des longueurs du contrat afin qu'ils se retrouvent dans ce que vous pouvez appeler maintenant le parc débité. Tout le bois qui a été réceptionné à la chaîne de tri, le produit fini, c'est ce que vous pouvez donc voir au parc débité qui sont des colis finis et c'est là où s'allait le processus de notre transformation à la série Sidembank. Au bout de la chaîne, vous avez des colis entreposés issus des forêts exploitées dans la conformité des lois forestières en vigueur. Bien plus, cette exploitation certifiée du bois permet aux UFA de conserver le caractère de domaine forestier permanent à chaque massif forestier concédé. Et ceci pour le plus grand bien des populations d'ici et d'ailleurs. Reste à espérer que la délivrance des certificats de légalité débutera effectivement dans les prochaines semaines. Ce document très attendu permettra une consécration définitive du bois issu des forêts camerounaises sur les marchés internationaux. Voilà, une nouvelle fois, chaleureuse bienvenue à tous les participants à cette discussion. Alors, l'exploitation forestière au Cameroun est perçue par certains citoyens camerounais comme préoccupante au regard des camions qui circulent. Mais qu'en est-il selon vous, les spécialistes du secteur? Tous ces camions que l'on voit passer, parfois c'est inquiétant, on se demande si on n'est pas en train de détruire toutes nos forêts. Alors. Le document de stratégie de la croissance et de l'emploi fixe une moyenne de productivité de nos forêts à 2 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, la moyenne tourne autour de 2 500 000 mètres cubes. Et si nous disons qu'un camion porte 20 mètres cubes, en faisant le ratio, vous vous rendez compte qu'on devrait avoir au moins 125 000 camions qui devraient circuler sur le territoire camerounais transportant du bois. Maintenant, si nous y ajoutons les bois de la CEMAC, si on ajoute ces camions, je peux vous rassurer que la situation n'est pas alarmante en termes de transport. Donc, l'exploitation du bois au Cameroun est vraiment faite de manière durable. Qu'on exploite le bois ou pas, il finira toujours par mourir. Et de l'autre côté, le bois est également une ressource renouvelable. Ça veut dire que si nous coupons le bois, on peut régénérer également le bois. Donc, parler de la rupture totale, on ne peut pas y avoir. Mais de l'autre côté, il faut quand même mettre en exergue une exploitation rationnelle. Il y a des espèces particulièrement qui sont exploitées. Des espèces telles que le guiboutia tesmani, qu'on appelle vivement le buinga, des espèces telles que le padouk, le tali, et qui, lorsqu'on exploite, sont en voie de disparition. Au niveau de l'exploitation, l'inquiétude ne devait pas être parce que le bois est d'abord une ressource biologique. Ça veut dire que même si elles ne sont pas exploitées, quelquefois les feux de brousse peuvent attaquer les forêts. Avec aussi la poussée démographique, la population a besoin d'espace. On arrive aussi quelquefois avec l'urbanisation, la création des stades qui demandent, n'est-ce pas, que les forêts soient déforestées, n'est-ce pas, pour l'implantation de certaines sociétés. Donc, de ce fait, je pense que l'exploitation aussi génère, n'est-ce pas, des ressources de revenus au pays et par conséquent des emplois. Donc, l'exploitation aussi a des axes positifs, n'est-ce pas, sur l'évolution du pays. The circulation of a large volume of timber is really a worry, a cause for worry and concern for the Cameroonian citizens. But I think that they shouldn't worry a lot because this exploitation is not done haphazardly. It is really under control. There are rules, there are regulations, there are texts that help those who exploit to take measures in order to do this in a sustainable manner. Je crois que l'inquiétude devrait venir plutôt dans le sens des espèces à exporter. Et c'est très bien que certains d'eux ont relevé cela. Donc c'est important de savoir que ce n'est pas toutes les espèces qui sont exploitables et exportables suivant la loi forestière camerounaise. Le ministre des Forêts et de la Faune avait suspendu l'exploitation du Bungbinga sur le domaine forestier national, parce que le domaine forestier est réparti en deux. Il y a le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent. Et le domaine forestier non permanent,
c'est celui que nous appelons couramment domaine forestier national. Et il faut donc comprendre que l'exploitation du Bubinga et même du Wenge avait été suspendue sur le domaine forestier non permanent. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans le domaine forestier permanent, nous avons des conventions d'exploitation avec des sociétés forestières pour une durée de 30 ans renouvelable. Et quand vous avez signé une convention avec ces exploitants forestiers pour cette durée, et vous avez des prescriptions d'aménagement, il est difficile pour l'administration de revenir sur un certain nombre de dispositions sans revoir la convention. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent pour ce qui est de l'interdiction de l'exploitation d'un certain nombre de ressources forestières. Je voudrais revenir sur 2 points. Tout à l'heure, monsieur l'inspecteur a dit, quand on voit passer les camions, il faut distinguer le bois du Cameroun et le bois des autres pays. Il faut lire, vous êtes forestier, vous connaissez, mais il y a une différence. Là, sur le bois, vous allez voir ces marques, et sur les bois sortants du Cameroun, il y a tout un tableau d'affichage, comme on a vu au début de l'émission. Donc, avec ça, n'importe qui peut reconnaître le bois qui vient du Cameroun ou bien le bois qui vient de la zone CEMAC. Deuxième point, c'était pour moi la régénération. En fait, nous signons avec l'administration en charge des forêts un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, pour certains titres, nous, on accepte de faire la régénération. Mais aujourd'hui, cet effet de régénération s'est généralisé dans tous nos titres parce que nous avons accepté la gestion durable des forêts. Donc, dans les standards de certification aujourd'hui, le volet régénération est devenu un leitmotiv. Donc, ce côté-là, on ne devrait pas s'inquiéter parce qu'en plus de que nous, on fait la régénération, nous, on fait des études allant dans ce sens. Et pour les essences interdites, il faut dire que ceux qui sont interdits aujourd'hui sont interdits sous forme de grumes, mais on peut les transformer et les exporter. Donc, comme a dit monsieur l'inspecteur, en lisant la classification, vous comprendrez. On parle du bois, mais le bois légal est présenté comme issu d'entreprises forestières, en principe en totale conformité avec les dispositions légales, économiques, sociales et environnementales du pays producteur. Alors, pour le cas du Cameroun, peut-on dire à ce jour que le bois issu de l'ensemble des entreprises forestières est parfaitement légal? Pour qu'un bois soit totalement légal, ce n'est pas facile, au vu qu'il faut répondre à tous les aspects, l'aspect législatif, économique, social et environnemental. Dans l'exploitation forestière, il y a les dégâts causés sur l'environnement, lors du débardement par exemple. Nous savons qu'un bois est légal lorsqu'il respecte les textes et réglementations en vigueur et aussi applicable au secteur forestier. Je voudrais ajouter à cela que nous avons les APV, l'accord de partenariat volontaire, qui se bat pour combattre l'illégalité. La plupart des exploitants forestiers ne le font pas dans la légalité. Il y a toujours des couacs, des choses qui posent problème. Est-ce que le bois légal devrait être un bois qui respecte uniquement les lois forestières? Nous pensons que non, parce que pour qu'un bois soit légal, il faudrait qu'on respecte d'abord les populations qui vivent tout autour des forêts d'où viennent ces bois-là. Il n'y a pas que ces aspects-là, il y a également les aspects économiques. Est-ce qu'un bois, même s'il respecte les questions techniques, c'est-à-dire les questions les lois forestières, est-ce que les taxes qui sont dues à ce bois, est-ce que ces taxes sont régulièrement payées par les exploitants? Je crois que c'est tout cet ensemble de choses qui font à ce que définir un bois légal devient une chose assez complexe. Le bois légal devrait respecter non seulement les dispositions réglementaires sur le plan forestier, on y a donc associé sur le plan économique, social et environnemental. Donc, un certain nombre de critères ont été élaborés dans le cadre de l'accord de partenariat pour que quand un opérateur économique aurait justifié du respect de ces différents critères, qui prend tous ces aspects dont je viens de vous parler, c'est à ce moment que cet opérateur économique peut avoir un certificat de légalité au niveau du ministère des Forêts et de la Faune.
Voilà, monsieur l'inspecteur numéro 2 du ministère des Forêts et de la Faune a en partie répondu à cette troisième question, voilà, qui est donc de savoir la délivrance là, de ce certificat, où en est-on à ce jour? Combien de certificats a-t-on effectivement attribué à ce jour? Aucun. Le processus poursuit son cours. Comment ça se passe? Puisque, à vous entendre parler, j'ai cru comprendre que, vu la complexité de la chose, jusqu'à présent, on n'a pas réellement attribué de certificat. Alors, que fait-on? J'ai déjà assisté à un échange qui regroupait 22 pays, tous impliqués dans les processus APV FLECT. Et ce n'est pas que le Cameroun qui a des difficultés. Et au mois de juillet, malgré que le processus soit lancé, les négociations ont été lancées depuis, aucun pays n'avait encore pu produire un bois FLECT, malgré les appuis divers.